Si vous pouviez expliquer à nos téléspectateurs quelle est la signification de cette décision. En réalité, cela n'a pas de véritable signification, car les États-Unis ont déjà imposé des sanctions de pression maximale. Les sanctions limitées qui existaient dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont déjà couvertes par les sanctions américaines à l'heure actuelle. Donc cela ne change pas grand-chose. Il y a un impact psychologique, mais la société iranienne s'en remettra rapidement. Rien de nouveau ne sera donc ajouté. De plus, les Russes et les Chinois ont déjà indiqué qu'ils n'accepteraient pas la légitimité du retour des sanctions, car conformément à l'accord nucléaire signé en 2015, il existe un mécanisme de règlement des différends, et ces trois pays n'ont pas utilisé ce mécanisme. En outre, ces trois pays ont violé l'accord nucléaire depuis que les États-Unis l'ont fait. Je veux dire, ils l'ont violé dès le premier jour sous Obama, les Européens avec les Américains. Mais lorsque Trump est sorti de l'accord, l'a déchiré et a de nouveau imposé des sanctions de pression maximale, les Européens ont fait de même. Ainsi, les Européens violaient tous leurs engagements, tandis que les Iraniens, après que les Américains et les Européens ont commencé à violer chacun de leurs engagements, ont continué à respecter les leurs pendant une année entière. Ensuite, après un an, les Iraniens, en 5 étapes, ont progressivement réduit leurs engagements. Donc en réalité, il a fallu 2 ans aux Iraniens pour ignorer leurs obligations dans le cadre du JCPOA. Mais cela est permis, car l'accord nucléaire stipule que si une partie ne respecte pas ses engagements, l'autre partie peut cesser de respecter les siens. Mais ce qu'a fait l'Iran, c'est qu'il l'a même pas fait tout de suite. Il a attendu 2 ans avant d'en arriver là. Donc, l'Occident doit quelque chose à l'Iran. L'Iran ne doit rien à l'Occident. Et les déclarations de l'Agence internationale de l'énergie atomique des années qui ont suivi la sortie de Trump de l'accord sont claires. L'Iran a continué à respecter ses engagements, alors que les Européens ne l'ont pas fait. Ce sont donc les Européens qui ont violé l'accord. Ils ne sont pas en position d'utiliser ce mécanisme. Et en violation de l'accord, ils n'ont pas utilisé le mécanisme de règlement des différends. C'est pourquoi les Iraniens, les Russes et les Chinois affirment qu'ils n'ont pas l'autorité légale pour faire cela. Mais ce qu'est le snapback, en gros, c'est que si un des membres du JCPOA se plaint de violation, et s'il passe par ce mécanisme de règlement des différends, alors les sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU seront rétablies. Mais encore une fois, comme je dis, c'est un tabseva paramson to un mécanisme de règlement des différends, ce qui en cette sens illégitime. Et ce sont eux qui ont violé l'accord nucléaire, pas les Iraniens. Mais j'aimerais aussi ajouter, juste pour vos téléspectateurs, que certains pourraient se demander pourquoi le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé ces sanctions au départ. Eh bien, tout d'abord, il n'aurait pas dû le faire. Mais à l'époque, il y a bien plus d'une décennie, les Russes et les Chinois étaient beaucoup plus faibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. C'était l'époque où les États-Unis étaient l'hyperpuissance. La Russie se relevait et la Chine était en pleine croissance. Donc lorsque les États-Unis présentaient des résolutions pour sanctionner l'Iran, les Russes et les Chinois les édulcoraient, mais ils n'y opposaient pas leur veto. C'est ainsi que nous avons ces sanctions. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, après l'accord nucléaire, ces résolutions ont été mises de côté. Mais maintenant, les Européens veulent réactiver ces sanctions. Mais comme je l'ai dit, légalement, ils ne le peuvent pas selon les Iraniens, les Russes et les Chinois. Je voulais vous demander des éclaircissements sur cette question de légalité, car je ne suis pas sûr de bien comprendre comment cela fonctionne. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi,
a déclaré que les Iraniens essayent de discuter avec la Russie et la Chine pour empêcher le rétablissement du mécanisme de snapback. D'après ce que j'ai compris en lisant le texte, sur le plan juridique, si une partie au sein du JCPOA présente une résolution, si une partie déclenche ces mécanismes, il y aura alors une période de 30 jours pendant laquelle une résolution peut être adoptée pour demander un allègement, résolution qui peut ensuite être mise en veto par n'importe quelle partie. Si cette interprétation est correcte, alors juridiquement parlant, la Russie et la Chine ne peuvent pas opposer leur veto à la réintroduction des sanctions par les E3. Est-ce que ma lecture de la légalité est juste? Je comprends que la Russie et la Chine ne respecteraient pas les sanctions, ce qui implique qu'elles continueraient à participer à des collaborations en matière de défense, de nucléaire, etc., etc. Mais c'est un autre sujet que j'aimerais aborder. Mais en ce qui concerne la pure légalité, est-ce que ma compréhension est correcte? Tout d'abord, à mon avis, c'était l'un des principaux défauts de l'accord nucléaire, le JCPOA. L'Iran n'aurait pas dû permettre aux États-Unis d'avoir cette capacité de rétablissement automatique des sanctions. Si j'avais été en train de négocier, j'aurais dit « soit vous n'avez pas ce droit, soit je me retire ». Mais c'est ma position. À l'époque, je n'étais pas favorable à cela, et je pense que c'était une faiblesse du gouvernement iranien d'avoir accepté que cela soit inclus dans l'accord nucléaire. Mais cela mis à part, oui, il existe deux interprétations différentes. N'importe lequel des membres du JCPOA, c'est-à-dire les Britanniques, les Français, les Allemands, les Américains ne le peuvent pas, car ils sont partis. Les Russes, les Chinois ou les Iraniens, pour quelque raison que ce soit, hypothétiquement, pourraient le faire. Cependant, s'ils utilisent ce mécanisme et qu'aucune résolution n'est trouvée après 30 jours, alors automatiquement, les résolutions de l'ONU sont réactivées. Automatiquement, il n'y a pas de vote. Si l'un de ces États utilise ce mécanisme et qu'aucune solution n'est trouvée pendant cette période, alors elles sont automatiquement réactivées. Cependant, ce que disent les Iraniens, les Russes et les Chinois, c'est que premièrement, c'est l'Occident qui a violé l'accord nucléaire, pas l'Iran, et qu'ils n'ont donc aucun droit légitime d'utiliser ce mécanisme, le mécanisme de snapback. Mais plus important encore, à mon avis, ils disent que techniquement, l'Occident n'a pas suivi le mécanisme de résolution des différends et qu'il viole donc également l'accord. Donc dans tous les cas, ce que nous allons avoir, c'est une résurgence de ces résolutions de l'ONU aux yeux de l'Occident, alors qu'aux yeux des Iraniens, des Russes et des Chinois, elles ne sont pas rétablies. Mais bien sûr, puisque la bureaucratie de l'ONU et ainsi de suite est contrôlée par l'Occident, ils vont continuer à les utiliser, mais cela n'aura pas d'impact sur l'Iran. Et la raison en est que, comme je l'ai dit, cela aura un effet psychologique pendant un certain temps, mais il n'y a rien dans les sanctions qui n'ait déjà été imposé à l'Iran. L'Iran fait face à des sanctions de pression maximale, ce qui signifie essentiellement une pression maximale. Cela veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin. Donc ces sanctions qui seront rétablies sont limitées dans leur portée. Elles concernent le domaine militaire et nucléaire, mais elles restent limitées. L'armée iranienne est pour la plupart autosuffisante. Son industrie, l'industrie nucléaire iranienne, est autosuffisante, comme nous le savons tous, et par conséquent, cela n'aura pas un impact énorme. Et si les Chinois et les Russes n'acceptent pas la légitimité de ces résolutions, alors bien sûr ils les ignoreront, ce qui incitera d'autres pays à faire de même. Ce que vous dites est très important. Vous affirmez que les sanctions américaines sont d'un point de vue économique bien plus globales. Elles touchent l'aviation, le pétrole, les métaux,
tout, y compris les systèmes bancaires et de paiement. Vous pouvez imaginer l'importation de médicaments est sanctionnée. Pourquoi? Parce que les compagnies aériennes sont sanctionnées, l'industrie du transport maritime est sanctionnée, le système bancaire est sanctionné, tout est sanctionné. Donc l'Iran, en gros, au cours des 10 dernières années, a dû développer son propre système pour mener ses échanges commerciaux. Certains pays refusent de commercer avec l'Iran, d'autres acceptent. Les sanctions sont de plus en plus ignorées, et je pense que cela est en grande partie dû au Dr. Raisi. Lorsqu'il était président, il a dit « Je ne vais pas attendre un accord nucléaire ou sa relance. Je vais exporter mon pétrole. » Ainsi, lui et le gouvernement iranien, par exemple, ont commencé à exporter davantage de pétrole. Ils ont accordé d'importantes remises, puis progressivement, les exportations ont augmenté et les remises ont diminué. Lorsqu'il est décédé, l'Iran produisait du pétrole brut à pleine capacité et vendait son pétrole presque au prix international à ce moment-là. Donc, l'Iran est désormais habitué à ces sanctions. Cela ne veut pas dire que l'Iran souhaite les sanctions ou que cela n'a pas d'importance. Non, cela entrave, cela crée des difficultés, cela engendre de la corruption, car lorsque l'État et le secteur privé, lorsque tout le monde doit agir dans la clandestinité, cela génère évidemment de la corruption. Donc, l'État ne veut pas de cela. Mais, quoi qu'il en soit, il parvient à fonctionner. Et nous voyons que l'économie iranienne croît. Et nous voyons que les Israéliens et les Américains, avec le soutien de l'Occident, ont mené une guerre contre l'Iran et ils ont perdu cette guerre. Ainsi, l'Iran sous sanction, évidemment, au cours des dernières décennies, a été impressionnant à bien des égards. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lacunes, il y en a beaucoup, mais je trouve assez impressionnant la façon dont l'Iran a réussi à gérer la situation au fil de toutes ces années. Tout d'abord, concernant la question des sanctions et de leur impact économique. Les sanctions de l'ONU en tant que telles n'ont même pas eu beaucoup d'effet la première fois. Ce qui compte, c'est que les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, en vertu du chapitre 7, légitiment les pays à imposer leurs propres sanctions unilatérales ou à aligner leurs sanctions unilatérales sur le niveau fixé par les États-Unis. C'est ce qui s'est passé en 2010. Après l'adoption des sanctions à l'ONU, l'administration Obama a mené une vaste campagne mondiale pour inciter le plus grand nombre de pays possible à imposer leurs propres sanctions, en utilisant les sanctions de l'ONU comme justification légale et fondement. Maintenant, l'administration Trump sera-t-elle capable de faire la même chose? Aura-t-elle la crédibilité nécessaire? Aura-t-elle les ressources suffisantes? Va-t-elle en faire une priorité? Cela reste à voir. Deuxièmement, il est également vrai que, étant donné que tant de ces pays, même s'ils n'ont pas de sanctions unilatérales, s'abstiennent néanmoins de commercer avec l'Iran à cause des sanctions américaines, la pression supplémentaire pourrait ne pas être particulièrement significative. C'est vrai, mais je pense qu'il est en même temps important de reconnaître que si des sanctions de l'ONU sont en vigueur, cela rend beaucoup plus difficile pour tout pays souhaitant reprendre le commerce avec l'Iran de le faire. Cela va donc créer un obstacle politique supplémentaire à l'ouverture de l'Iran à un commerce accru, sans remettre en cause le système multilatéral. Et nous constatons que nous évoluons désormais vers un monde où les pays qui insistent réellement sur le respect du droit international, sur le rôle central de l'ONU, sur les normes internationales établies, proviennent en réalité du Sud global plutôt que de l'Occident. Par le passé, ce sont les pays occidentaux qui justifiaient constamment leurs décisions en se fondant sur le droit international. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas beaucoup d'hypocrisie ou de double standard, mais c'était vraiment au cœur de leur façon de fonctionner et d'organiser leur politique.
Après Gaza, je pense que nous avons assisté à un changement significatif. Je veux dire, la décision de la CPI d'émettre des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Gallant a été largement ignorée par les Européens. Même si les Allemands n'ont pas réellement autorisé Netanyahou à venir, le fait que le chancelier ait déclaré qu'il était ouvert à l'idée d'inviter Netanyahou en Allemagne signifie en soi que la CPI de sa substance. Et je veux dire, j'ai grandi en Europe. Je me souviens que lorsque le statut de Rome a été signé, cela a été perçu en Europe comme un véritable progrès civilisationnel. C'était considéré comme une avancée majeure vers la création d'un monde fondé davantage sur le droit que sur la force. Et aujourd'hui, ce sont les Européens eux-mêmes qui le sapent. Dans ce contexte, et d'ailleurs regardez le premier point du document de la déclaration de l'OCS qui vient de sortir, il était très axé sur le rôle central de l'ONU et du droit international. Dans ce contexte, comment la Chine et la Russie vont-elles gérer un embargo sur les armes ou un retour automatique des sanctions? Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est qu'ils qualifient cela d'illégitime et qu'ils le contestent sur une base juridique, affirmant que les Européens ne sont pas en position de l'exercer parce qu'ils avaient eux-mêmes de facto quitté le JCPOA. Ils étaient comme les États-Unis. Ils ne faisaient plus partie du JCPOA parce qu'ils ne respectaient pas ses obligations, mais aussi parce qu'ils soutenaient l'enrichissement zéro et même l'attaque d'Israël contre l'Iran. Cela, essentiellement, selon leur argument juridique, les place en dehors du JCPOA. Que cet argument tienne ou non, je ne pense pas que ce soit la question. La question, c'est que ce sera un snapback contesté. Mais cela signifie néanmoins que les Russes et les Chinois vont faire attention à la manière dont ils enfreignent cette règle, même s'ils ne la considèrent pas comme légitime, car en même temps, ils ne veulent pas, en particulier du côté chinois, affaiblir davantage le système onusien. Et cela ne veut pas dire que la Chine ne viole jamais certaines choses, etc. C'est le fait que la Chine a choisi de vraiment centrer sa politique étrangère sur le système des Nations Unies, alors que les États-Unis, depuis un certain temps déjà, y compris sous l'administration Biden, s'éloignent de plus en plus d'un ordre fondé sur le droit, pour aller vers ce qu'on appelle un ordre fondé sur des règles, qui repose sur les règles établies par les États-Unis, plutôt que sur le droit international, lequel est un processus beaucoup plus participatif et objectif pour établir le droit.